15h45, Franklin Picard nous rejoint. Bonjour Franklin. Bonjour. Bienvenue, directeur général de Kipling Finance. Vous allez rendre votre verdict face au marché, le prononcer. Cet instant qu'on va vivre, ce verdict, est-ce que vous l'assumez ? Oui, totalement. J'estime et je l'assume que le rallye de fin d'année n'aura pas lieu. Le rallye de fin d'année n'aura pas lieu, dites-vous. Alors, les investisseurs qui nous écoutent et qui ont peut-être moins de 7 ans, s'il y en a, éloignez-vous de la radio, de la télé, du replay, s'il vous plaît, si vous avez moins de 7 ans. Je vous laisse un instant pour vous éloigner. Voilà, on est entre adultes. Franklin, il n'y aura pas de rallye de fin d'année, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que Noël, cette année, est annulé. Il n'y aura pas de Noël en bourse cette année. Oui, alors comme vous le savez, on est un petit peu dans la provocation, dans le genre d'affirmation, mais ce que nous pensons, c'est que déjà le rallye, on l'a eu entre avril et novembre. On a une hausse et un rebond de 45%, donc est-ce qu'il y a encore quelque chose à gratter, comme on dit dans notre jargon, pour aller chercher de la performance ? Aujourd'hui, je sors d'une réunion avec Russell, j'ai été à d'autres réunions avant, optimiste pour 2026, oui, mais la nécessité de fêter quoi d'ici la fin de l'année, quelle bonne surprise, quelle bonne annonce, on n'est pas sûr. Alors on aura la prochaine étape, celle qui soutient un petit peu le marché cette semaine, c'est peut-être un geste le 10 décembre de la Fed de baisser ses taux. Elle le fait ou elle ne le fera pas. Les statistiques importantes, que ce soit l'emploi ou l'inflation, arriveront après la réunion de la Fed. Donc, est-ce qu'ils prendront le risque d'avoir une décision juste avant ? Ça n'est pas sûr. Dans ce contexte-là, s'ils ne le font pas en décembre, eh bien, les marchés risquent de baisser, de bouder cette absence de décision de la Fed. Et sur le fond, s'ils ne le font pas en décembre, ils le feront en janvier. Ça n'a aucune importance. Mais c'est vrai que ça serait un élément, le 10 décembre à 20 jours de la fin du mois, de venir un petit peu chagriner l'esprit des investisseurs qui se demanderont pourquoi investir. On a un panorama, comme je vous le disais, qui est un petit peu sombre. On a d'abord une année qui reste bonne, qui a été très volatile et très compliquée à travailler, mais où les gérants de fonds en particulier, ont globalement des bonnes performances et ont envie de sauver ces performances. Alors, dans un premier temps, certains, évidemment, ont construit cette performance sur l'IA, sur les 7 magnifiques, sur la tech. Et ils prennent 2-3 bénéfices. Et qu'ils prennent un petit peu leurs bénéfices, mais pas trop, parce que s'ils sont trop à prendre leurs bénéfices, eh bien du coup, ils feront baisser les indices et abîmeront leur performance annuelle. Donc on semble s'acheminer vers une petite fin d'année, un mois de décembre, on y est presque, qui va être tranquille, où on va gérer les problèmes du moment, où on va se satisfaire des publications, saison des publications dont on est en train de sortir, mais qui a été bonne, et où globalement, on se pose des questions, bulle, pas bulle, globalement pas bulle. Finalement, les résultats sont conformes aux anticipations, voire revus à la hausse pour ce qui était les anticipations. Des secteurs à jouer, peut-être un petit peu de rotation sectorielle, des zones géographiques à jouer, peut-être un peu de rotation. On va rentrer dans le détail. Ce qui est juste frappant là sur la séance du jour, c'est que les 3 indices américains qui avaient ouvert à peu près stable finalement sont dans le rouge. Voilà, le S&P 500 perd 0,4%, alors que le marché croit à nouveau à une baisse de taux de la Fed en décembre. On a 83% de probabilité d'anticipation de baisse de taux pour décembre. C'est l'outil FedWatch, là en direct, 16h40, 15h47. On est à 83% de proba. Et pourtant, les indices américains reculent. Ça veut dire que même une baisse de taux pourrait ne pas suffire à nourrir un rallye. C'est ça. On peut l'espérer, cette baisse de taux, mais elle ne serait pas forcément autosuffisante pour un rallye. Oui, c'est ça. Parce que de toute façon, depuis Jackson Hole, on a la feuille de route de la Fed. On sait quand ça se passe, comment ça va se passer. Enfin, en tout cas, le rythme et le nombre de mouvements qui devraient intervenir. Par conséquent, avec une feuille de route claire, finalement, toute annonce en elle-même n'a pas de raison de révolutionner les marchés et de venir bousculer la stratégie des investisseurs. Quel secteur privilégié ? Vous parliez justement de réflexion pour l'année 2026. Qu'est-ce que vous choisirez de privilégier en 2026 en termes de secteur, de type de valeur ? On a les secteurs un peu clés. Alors, typiquement,
Si on parle de bulle ou d'exagération haussière, on a évidemment les techs qui sont un petit peu dans le collimateur de tout le monde. Donc revoir un petit peu comment se réorganiser, se réorienter. De ce que je vois, de ce que je perçois, de ce que je pense aussi, je pense que le secteur bancaire est un secteur sur lequel il faut rester présent. Les staples, tout ce qui est biens de consommation peut profiter encore en 2026 et être un secteur sur lequel on puisse se positionner. L'armement restera quand même avec les masses qui vont être investies aussi bien en Allemagne qu'en Europe en général, reste surtout après la correction. On a quand même eu par rapport au plus haut des grosses corrections, que ce soit sur Rheinmetall, sur Kongsberg, etc. On a eu une correction significative sur le secteur de l'armement qui pourrait mériter de revenir dessus. Et puis, même si on verra un accord de paix qui durera ce qu'il durera entre Ukrainiens et Russes. Même s'il y avait accord de paix, on resterait positionné sur la défense. Oui, parce qu'au-delà d'un accord de paix, c'est un débat et un discours beaucoup plus général sur l'Europe et une vision beaucoup plus long terme, et avec des budgets qui ont été annoncés et qui commencent à s'enclencher au niveau européen. Donc ce sont deux choses un petit peu différentes qui n'empêcheront pas de soutenir et ce secteur de l'armement, pour parler de celui-là, et puis en Allemagne, les infrastructures et autres qui rejailliront sur l'ensemble des entreprises. Donc en gros, infrastructure, défense, banque, on reste grosso modo et santé. Voilà. Et santé, on revient sur des titres comme Merck, comme Roche, comme Sanofi, ce sont des titres que nous gardons en portefeuille. Puisque vous citez le secteur bancaire, alors il se trouve qu'aujourd'hui la plus forte hausse à Paris, c'est qui ? C'est Société Générale, qui vit décidément une incroyable année, plus 4% en ce moment, Société Générale, BNP gagne 2,2%. Et c'est aussi l'objet de notre question du jour sur les réseaux sociaux. Il se trouve que les acteurs de l'IA se mettent de plus en plus à investir dans les banques. On a appris qu'NVIDIA investirait dans Revolut, la banque britannique. Voici notre question sur X et LinkedIn. Les banques en bourse seront-elles un jour valorisées comme des valeurs tech ? Est-ce que ce sera le cas dans 5 ans, dans 10 ans ou jamais ? Voilà, c'est notre question. N'hésitez pas, vous tous, à participer, à argumenter aussi. On rebondira sur vos commentaires tout à l'heure dans la suite de BFM Bourse. Mais est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez que le secteur bancaire pourrait un jour être valorisé comme un secteur tech ? NVIDIA investit dans Revolut, pourquoi pas ? Franklin. Alors, puisque vous parlez de NVIDIA se paye 45 fois les résultats de cette année, 25 fois sur des anticipations de bénéfices futurs, mais qui sont, comme le nom l'indique, que futurs. Quand vous regardez la Générale, que vous venez de citer, elle se paye un peu plus de 13 fois. Quand vous regardez la BNP, elle se paye un peu plus de 7 fois, 7,5. Et quand vous regardez Crédit Agricole, il se paye un peu plus de 6,8 fois. Donc la marche est longue. Et en plus, on est sur des secteurs qui sont quand même difficilement comparables. Par conséquent, je ne crois pas qu'on puisse payer un jour les banques le prix aujourd'hui réservé à la tech. Même si elles intégraient de plus en plus d'IA, même si dans la détection des fraudes, dans l'optimisation des comptes clients, etc., on intégrait de plus en plus d'IA, que pour, identifier davantage, de façon de plus en plus sécurisée les clients, on recourait à la blockchain, que certaines banques américaines se mettent à lancer leur propre stablecoin, par exemple, on voit ça aussi, et Société Générale, à travers sa filiale Forge, qui se lance aussi dans les stablecoins, ça restera avant tout de la banque. Pas de la tech. Autant Revolut, c'est une valeur tech peut-être avec licence bancaire, autant les banques, elles, resteront des valeurs bancaires avant d'être tech. C'est ça l'idée. Je pense que c'est ça. Et puis vous citez Revolut. Revolut, en 2018, avait 3,5 millions de clients. Ils en ont plus de 51 millions aujourd'hui. Ça vous a pas échappé que vous aviez Frédéric Oudéa, l'ancien patron de la Société Générale, qui était en charge du développement européen pour Revolut, qui souhaite aujourd'hui, au-delà de l'IA et des autres systèmes un peu avant-gardistes, qui souhaite aujourd'hui être une banque classique, c'est-à-dire pouvoir délivrer du crédit, faire des placements, offrir les services d'une banque traditionnelle. Donc même quand on va de l'avant sur ces banques liées à l'IA, eh bien, quand vous regardez leurs perspectives, au-delà de toujours développer leur base client et d'améliorer leur approche, eh bien, c'est également de se rapprocher du parcours et du profil des banques traditionnelles pour avoir une gamme de produits de plus en plus large et fidéliser leurs clients comme ça et poursuivre encore leur développement et leur croissance. Antoine. Alors, il y a un titre qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est aussi EasyJet dans le secteur aérien. Et on voit que, alors le titre n'est pas forcément salué à la Bourse de Londres. Il y a des effets techniques, le titre qui perd 3,2%, mais enfin les résultats sont quand même impressionnants. Mais on a l'impression que c'est les business annexes qui rapportent le plus à EasyJet, et notamment leur agence de voyage en ligne, plus que la ligne aérienne
elle-même. Est-ce que vous le sentez comme ça? On le sent effectivement parce que sur l'ensemble des données publiées par EasyJet, effectivement, c'était globalement très positif. Mais comme vous le soulignez, Antoine, ce qui est important, c'est le bénéfice avant impôt de la division voyage organisé, qui était 250 millions de livres. Et surtout, le groupe anticipe pour 2030 450 millions. Et quand on rapporte les 250 millions par rapport aux 658 millions de bénéfices pour l'entreprise en total 2025, eh bien oui, c'est significatif et puis surtout la direction a cette volonté de poursuivre le développement sur des produits à forte marge. C'est ça qui est important. Les voyages organisés, il y a des marges. Effectivement, cette branche d'EasyJet s'appelle EasyJet Holidays. Au moins, c'est simple à identifier. Effectivement, ils y sont de plus en plus ambitieux. EasyJet qui, pour l'hiver, en revanche, annonce des perspectives de réservation un petit peu décevantes du fait de l'inflation, explique EasyJet. Le titre perd 3% en ce moment. Merci beaucoup, Franklin, de nous avoir accompagnés. Franklin Pichard pour Kipling Finance.